Bon, après cette introduction un peu trop laudative, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut aborder ce problème et comment. J'ai souhaité l'aborder par un biais, celui de savoir quels étaient les habitants et comment s'organisait la cohabitation, voire le métissage, dans une ville comme Béziers pendant l'Antiquité. La circulation des hommes et le croisement des cultures ont, dès l'Antiquité, façonné la genèse de l'identité bitéroise. Les Celtes, les Ibères, les Grecs, les Italiens et les Goths ont contribué à construire au long de contacts multiples et variés, économiques, culturels et parfois, on le verra, beaucoup plus rudes, cette aventure millénaire où cohabitent les hommes, bien sûr, mais aussi coexistent, voire fusionnent, des usages, des langues et des divinités. Cette question, si brûlante aujourd'hui, des contacts et des modes de contact entre rives de la Méditerranée, n'a cessé de nourrir les réflexions depuis que Platon y voyait les Grecs installés comme des grenouilles autour d'une mare, jusqu'à l'horizon actuel, un horizon critique des anthropologues. La bordure nord-occidentale et les confins ouest languedociens qui nous occupent plus précisément aujourd'hui sont l'un des sujets majeurs de la recherche archéologique ces dernières décennies. Et pour tenter de préciser les formes de l'échange et la nature, bien sûr, les processus culturels qui régissent notamment les premières rencontres entre populations locales et nouveaux venus, navigateurs et marchands. Dès longtemps, les recherches ont établi un modèle à deux espaces, influencés à l'est par les Phocéens, chez les Ligures, et à l'est par les Ibères et Celtibères, à l'ouest, par les Ibères et Celtibères. En gros, si vous voulez, Provence, Languedoc, mais qu'on place la frontière au Rhône, ou à l'Hérault, comme certains le voudraient, Béziers est toujours à l'ouest. Or, les recherches archéologiques de ces dernières décennies, synthétisées dans 2 volumes récents, ont quelque peu rebattu les cartes. Une Odyssée gauloise, publiée en 2013, brosse le large contexte des premiers contacts en suivant les échanges à partir des parures féminines. Et Sur les chemins de Béziers 1, paru en 2020, où les archéologues de la ville révisent l'histoire pré-romaine de l'agglomération en affirmant l'importance dès sa naissance d'usages grecs. Ce qui rythmerait en 3 temps l'histoire de Béziers, d'abord grecque, puis gauloise, avant d'être romaine. Alors, dans ce gouffre sans fin de la recherche des origines, essayons d'abord, entre rêve et réalité, de regarder ce qui se passe derrière cette affiche ethnocentrée. Dans le contexte d'une réorientation des relations à longue distance en Méditerranée, on sait désormais que des céramiques importées arrivent tôt dans le midi de la Gaule, où les navigateurs découvrent un Eldorado encore vierge de toute installation grecque. Habité par des sociétés prospères qui sont reliées aux ressources minières de l'arrière-pays, toutes conditions qui sont propices à des échanges de type aristocratique avec certaines communautés indigènes, à des installations sporadiques qui sont préalables à la mise en place de véritables réseaux d'échanges. Ces premières fréquentations sont attestées par la découverte de céramiques dites proto-corinthiennes, retrouvées surtout en contexte funéraire à Agde, dans les 2 nécropoles d'Agde, à Vindre et plus près encore à Béziers, la Courondelle. Mais on en trouve aussi plusieurs sur les habitats côtiers qui ont livré quelques fragments, dont l'un sur l'oppidum bitérois à la colline Saint-Jacques. À la nécropole de la Courondelle, l'une des 2 tombes qui ont été fouillées, sur les quelques 50 que comportait la nécropole, documente un premier état des lieux dans la seconde moitié du 7e siècle avant notre ère. La tombe est celle d'une femme de l'aristocratie, d'après les offrandes, des objets de toilette, de parures, une chaînette et des bracelets en fer, un anneau de cheville en bronze, vous voyez que la mode est un éternel recommencement, des pendeloques, un pecten, et 18 vases de céramique indigène, non tournée, et des vases d'importation, dont 2 pièces extrêmement rares, et notamment une coupe luxueusement décorée, de portée exceptionnelle, puisqu'on en connaît moins de 10 dans tout le sud de la France. L'intérêt de cet ensemble est double. Il révèle d'abord une communauté locale, réceptive aux nouveautés, appartenant peut-être à ce fameux et farouche royaume des Élysiques que le poète Avienus, au IVe siècle de notre ère, localise autour de Narbonne et du littoral. En outre, cet ensemble atteste l'insertion de cette population
dans une des voies de circulation méditerranéenne qui jalonnent à la fois les céramiques grecques arrivant de Sicile et les objets de bronze qui partent de Gaule méridionale vers la Sicile à la fin du 7e et dans la première moitié du 6e siècle. Mais il pose également une autre question sensible. Où est l'habitat de cette belle dame et de sa communauté? À proximité de cette nécropole, seule connue à Béziers pour l'instant et dont la taille moyenne en implique d'autres, puisqu'il y a 50 tombes alors qu'on a aux nécropoles d'Agde 150 ou 200 tombes. Ou bien plus loin, voire sur l'oppidum, dont les informations archéologiques récentes renouvellent les débuts de l'occupation. Sur le site, l'évidence d'échanges est indiscutable avec des marins étrusques et grecs qui exploraient les côtes à la recherche de bonnes affaires et d'un havre propice. Que le groupe de ces migrants soit homogène ou plutôt mixte comme on le pense aujourd'hui, il a accompagné l'émergence de l'habitat à une date encore discutée au tournant des 7e, 6e siècles. Certains d'entre eux, diffusant leurs usages et procédés de travail, se sont installés durablement, c'est possible, inaugurant peut-être une première cohabitation dans des rapports qui sont forcément asymétriques, qui restent délicats à appréhender, et notamment en termes de démographie, laquelle doit donner l'avantage aux familles locales plutôt qu'aux petits groupes de migrants qui arrivent. Pour en savoir plus, arpentons donc les chemins de Béziers 1, la grecque. Pour toute la période, soit du 6e au 4e siècle avant notre ère, 45 points d'occupation sont aujourd'hui reconnus dans la ville, dont 5, et certains disent même 4, sont clairement rattachables au tout début de l'occupation, disons jusqu'à la mi-6e siècle. Le plus précoce concerne la colline Saint-Jean, où des traces sont datées de la fin 7e siècle, sachant que les habitats de cette période sont très difficiles à repérer et qu'ils sont donc très rares en Languedoc-Roussillon. Un dispositif défensif a été retrouvé avec 2 fossés, chacun doublé d'une palissade, qui matérialise avec une entrée nettement repérée un puissant système où certains reconnaissent le type bien connu dans le Midi pour les sites importants de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer, mais que les fouilleurs locaux disent unique dans la région. Quoi qu'il en soit, l'ensemble dessine au sommet de la colline les contours d'un établissement perché fortifié où ont également été mis au jour des vestiges d'un four qui aurait été opérationnel vers 600, un lot de céramique non tournée et des vases d'importation corinthiens et le fameux petit fragment proto-corinthien. En centre-ville, un autre four de potier de même faciès aurait fonctionné vers la même date. Des sols du début du 6e et des occupations de la mi-6e ont été vus. Plus loin, un autre sol en galets de rivière associé à des céramiques locales et importées, notamment étrusques, matérialise une occupation de la première moitié du 6e siècle. Enfin, les éléments de maison bordés de possibles venelles seraient de 575-550, on est donc dans la même fourchette. La physionomie des données matérielles disponibles montre au début de l'occupation une vie quotidienne où, parallèlement aux céramiques d'importation, la céramique non tournée est massivement présente. Pour les archéologues, ce seraient les potiers indigènes qui auraient fourni aux nouveaux immigrés grecs, où il n'y avait pas beaucoup de potiers parmi eux, disent-ils, les produits céramiques indispensables, dont la vaisselle de cuisine et la vaisselle de table, c'est-à-dire des articles ménagers quotidiens. Étaient-ils maniés, je vous pose la question, par des femmes indigènes, dans le rôle traditionnel des femmes, qui sont les médiatrices auprès des migrants, qui sont essentiellement des hommes, comme l'attestent certains récits. Et on pense évidemment au scénario de la Fondation de Marseille, quand Diptis, la fille du roi gaulois, épouse un des marins phocéens, le chef évidemment. L'historiette est jolie, mais elle vaut bien sûr comme métaphore des accords indispensables entre les protagonistes locaux et nouveaux venus. À Béziers, pas de texte, mais des données archéologiques où 3 indicateurs, au moins, semblent rendre compte d'un état des lieux originel. Premier, la distribution spatiale dans la ville des céramiques non tournées qui ont rendu, et je cite les archéologues, rendu la ville rapidement autonome. Deuxièmement, la diversité des provenances des céramiques importées, vases et amphores. Il n'y a pas que des rhodiennes, étrusques, ibériques, puniques et grecques, dont les productions orientales et corinthiennes. Et enfin, troisièmement, le répertoire des formes, qui est actuellement au cœur de la recherche et de débats considérables entre les chercheurs.
Ce répertoire suggère que de premiers ateliers, possiblement mixtes, ont pu être des lieux d'acquisition des nouveaux savoirs techniques, tels le tour ou la construction de fours complexes. Les productions tournées ne seraient alors pas, je cite, l'apanage du potier grec, et je prends deux exemples. Le plat à marli, tant diffusé chez les consommateurs indigènes, dans toute la région, est typique du faciès biterrois ou rhodopiterrois, qui serait d'origine locale pour certains et absolument pas grec, témoignant, au-delà d'un répertoire partagé entre grecs et indigènes, d'une réelle maîtrise des techniques innovantes. De même, et second exemple, le pot à bouillir local, proche de l'olla étrusque, pourrait, sinon limiter, continuer une urne indigène non tournée qui est bien attestée. Et cette interprétation est cruciale, car le fond de ce pot à bouillir biterrois est plat, contrairement au fond bombé utilisé par les Grecs, en indiquant donc une préférence pour l'alimentation bouillie et mijotée, ce qui pourrait relativiser la présence de Grecs à Béziers et parler pour une cohabitation au moins, d'autant que les productions de pâtes claires conjuguent les formes nouvelles, les cruches, les coupes à anse, et les formes locales, les urnes. Peut-on alors suivre les fouilleurs, pour qui ce premier établissement dit Béziers I aurait été dès sa naissance une ville grecque? L'affirmation nourrit le scepticisme d'une bonne partie de la communauté des chercheurs, ce qui amène d'ailleurs Béziers à être absent de certaines publications scientifiques et laisse le débat au moins ouvert face à la modestie relative des informations actuelles, tant dans la ville, et les fouilleurs nous disent que 2% seulement de la surface estimée a été explorée, que dans le territoire. De fait, les indications relevées me semblent parler, après les premiers échanges et la méfiance qui a pu suivre l'installation des Grecs, plutôt que d'un peuplement homogènement grec, en faveur d'une coexistence, voire d'une cohabitation, rapidement pacifiée peut-être, si l'on en croit la date du comblement du fossé défensif à Saint-Jacques. Confirmant la remarque juste, mais quelque peu contradictoire des archéologues, pour qui Béziers I, je cite, se développant, s'entrelace avec l'évolution des populations autochtones. On peut ajouter, probablement sur place, l'adoption dès la mi-VIe siècle de l'usage grec de lampes et la production de lampes locales, dont certaines en céramique non tournée, même après l'introduction du tour, n'y contredirait pas. Alors, que faut-il inférer de ce constat? La nature grecque de Béziers I a ses débuts, ou plutôt, hypothèse pour hypothèse, envisager un site largement ouvert aux apports extérieurs, caractère qui aurait marqué la ville dès sa naissance. Les premières céramiques importées et les premières productions locales, signe d'une cohabitation active entre Grecs et population locale, seraient alors lisibles comme des gages d'un vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui. D'autant que les données archéologiques, pour nouvelles qu'elles sont, restent encore limitées et ouvrent sur des questions majeures. Est-il possible, à partir de ces seules informations d'un faciès culturel, grec ou de tradition grecque, de faire de l'ethnicité en mode régressif, de produire un discours de type ethnographique, voire historique? Or, sur cette base, un nom et un statut ont été attribués à Béziers I, qui est aujourd'hui affiché comme une ville grecque du nom de Rhodé, qui serait une colonie fondée par les Rhodiens au tournant des 7e, 6e siècles. Sachant que statut et nom sont totalement ignorés des sources écrites connues à ce jour, on se trouve devant une énigme qu'il faut tenter de résoudre pour une ville qu'on proclame la plus ancienne de France et la plus grande. Pas si facile, car les sources textuelles concernant Béziers, relativement nombreuses pour l'époque romaine, sont rarissimes pour les périodes antérieures et imposent de recourir à des auteurs qui ont transmis des informations anciennes dans des compilations tardives des 4e, 6e siècles de notre ère. Or, dans l'indispensable confrontation entre texte et archéologie, naît d'emblée une incontournable controverse, puisque deux sites qui ont livré des niveaux anciens d'occupation se revendiquent actuellement Rhodé. Béziers I Rhodé, la première d'Occident, se trouve de fait en concurrence avec Rhodanousia, colonie de Marseille, qui se veut également, je cite, la Rhode des Rhodiens, d'où provient le nom du Rhône, selon Pline l'Ancien, ce qui élimine évidemment Béziers. De fait, les données matérielles mises au jour sur le site révèlent bien l'apport constitutif de ces migrants issus des mondes grecs,
qui seraient plus particulièrement à Béziers, non des Phocéens comme à Marseille, mais des Rhodiens, venus des villes rhodiennes de Sicile, et non pas de Rhodes directement, en contact très tôt avec le Biterrois. On l'a vu dans la nécropole de la Corondelle. La distribution des points occupés en ville dessine un espace qui serait passé des 5-10 hectares de l'époque archaïque, ce qui surprend déjà, à 15-20 vers la fin du VIe et à 35-40 hectares lors de sa plus grande prospérité au Ve siècle. Les données attestées, même limitées, disent effectivement le dynamisme de l'agglomération, où prospèrent des entreprises artisanales diversifiées. On y compte des ateliers de potiers, dont les producteurs de vaisselle, avec notamment des mortiers de cuisine décorés, de grandes jarres, les pitoles qui sont les ancêtres des dolias romains. Ce sont des pitoles locaux, produits notamment à la ZAC la Domitienne, avec notamment des mortiers de cuisine, mais aussi ces dolias qui sont des structures de stockage, lesquelles se multiplient dans tout le Midi dès le 5e siècle. Et enfin, le fameux pot biterrois, qui a fait fleuresse chez les indigènes. Mais il y a aussi des ateliers de bronziers, de facteurs de corail, du travail de l'os, de la corde, et même sans doute des tisserands. Quant à l'urbanisme, cette mesure de grécité par excellence, on l'approche à partir de 2-3 maisons de type grec, fouillées en partie seulement, de divers éléments recherchés de décor urbain, de l'existence de la dôme et de la présence très précoce de toitures en tuiles, de tronçons de rue qui esquissent un plan régulier, orthogonal à la grecque, dont les deux orientations relevées sont résilientes tout au long de l'histoire de Béziers. C'est un élément essentiel. L'espace qui s'est ainsi organisé, désormais mieux connu, est cependant encore dépourvu d'édifices publics, de véritables signes d'écriture, sauf quelques graffitis, réduits à 1, 2 ou 3 lettres grecques, étrusques et même ibériques, mais c'est la même chose ailleurs. Ils sont certes beaucoup moins nombreux qu'en Cérune, ils parlent tout de même à Béziers, d'une pluralité culturelle qui se conjugue à d'autres observations, à ces réseaux d'échanges, sans une dominance évidente. De fait, ces productions artisanales et la diffusion de ces produits vedettes pour Béziers, qui ont jalonné le développement impressionnant de ces activités économiques, répondent clairement aux critères d'une importante place commerciale, largement cosmopolite et originale, dans un secteur où l'agriculture prospérait, la vigne ayant commencé à se répandre dès les 6e, 5e siècles en Biterrois. Une place marchande donc, qui importe largement, qui redistribue les produits arrivés, où arrivent des jarres ibériques, puniques et en masse, des amphores de Marseille à partir des années 540, qui sont indicatives d'importation plutôt que de l'arrivée avide de conteneurs, comme l'ont proposé les fouilleurs, qui auraient exporté le vin biterrois. Car on boit du vin depuis longtemps en Biterrois, étrusque d'abord et peut-être déjà local, en partie, mais de là à parler si tôt d'exportation, c'est à doute voir loin et peut-être trop loin. La physionomie de ce site carrefour, bien situé, en surplomb de la vallée de l'Orbe, qui la relie à la Méditerranée et à l'arrière-pays, sur un axe immémorial ex-ouest, qui est la voie héracléenne, bien retrouvée au VIe siècle, qui fixera la voie domitienne, milite donc pour y voir un de ces centres de l'interface, voire un emporium, après l'abandon de la monédière sur la moyenne vallée de l'Hérault, pour certains chercheurs, qui s'interrogent sur la complexité de l'interface biterroise, et je cite, simple cohabitation ou véritable mixité ethnique. Pourtant, cette plateforme marchande est dépourvue de monnayage, quand Marseille frappe son monnayage propre dès le 5e siècle. Une seule monnaie est aujourd'hui connue à Béziers. C'est un tétartémorion frappé à Phocée vers 550-500 qui attesterait, outre la présence de Phocéens dans la ville, le déploiement en biterrois de l'entreprise commerciale grecque et peut-être plus spécifiquement phocéenne. Béziers serait ainsi une de ces agglomérations qui pendant longtemps ont aspiré, filtré, transformé, stocké, diffusé les biens, les marchandises et même les hommes, attirant le savoir créé autour de la Méditerranée par des processus ouverts de partage de connaissances et d'innovation et fonctionnait ainsi comme un véritable living lab, comme disent aujourd'hui les catégories actuelles des économistes. La dynamique de ce pôle biterrois, assurément cosmopolite, dont la projection régionale s'est affirmée sur le plan économique, a-t-elle pu, alors, en s'imposant dans les enjeux géopolitiques de la période, aller jusqu'à fonder Agde à la toute fin du VIe siècle, comme on l'a récemment avancé. Mais peu de chercheurs se souscrivent aujourd'hui à déposséder Marseille de son comptoir agatois,
ce bastion de son emporia, bien connu par les textes. Aussi, dans ce contexte historique encore flou, au premier plan des questions de rencontre et de cohabitation qui touchent au mythe suprême de l'origo, s'impose d'évoquer le nom de la ville, indice majeur d'appartenance à une ère culturelle qui relève toujours, lui aussi, du débat. La mémoire écrite n'a rien retenu à ce jour de l'hypothétique Rodée biterroise. Mais le débat vient de rebondir, avec la nouvelle édition du grammairien Stéphane de Byzance, qui permet, à conciliant information archéologique et ressources textuelles, de réinterroger la riche transmission documentaire où le nom de Béziers bénéficie d'une très longue évolution. De fait, suivre ce nom dans les textes, introduit dans les transferts de culture et les emmêlements de langues qui ont exprimé les contacts de population dans la Gaule du Midi lors du passage de l'oral à l'écrit. Avec le grec d'abord, puis avec le latin. Comment écrire l'autre et transcrire des sons qui n'existent pas dans la langue du scripteur? À quoi s'ajoutent les difficultés liées aux conditions de transmission de ces textes, leur état matériel, les erreurs de lecture par les copistes ou même, plus tard, qui impliquent des restitutions souvent discutées et parfois discutables. Or, l'épitomée des ethniques de Stéphane de Byzance donne au VIe siècle deux toponymes qui désigneraient Béziers. Le premier proviendrait de l'historien Théopompe, qui aurait partiellement recueilli et transmis le périple de Pythéas, entrepris vers 340, Pythéas le Marseillais. Béziers, ville des Ligures, s'appellerait pour Théopompe Batétara, quand, selon les archéologues, la ville s'appelait Rodée et était grecque. Même s'il faut discuter du sens à donner à ces Ligures dans le flou des connaissances ethnopolitiques sur nos régions, le caractère grec est ignoré par un grec. À partir du Batétara, des manuscrits, on a restitué Baïziara ou Bétara, suivant qu'on prononce Aï ou E, pour le nom de la ville, qu'il faut situer, et je cite, au plus tard, lors de la réalisation du lexique de Théopompe, soit vers 340 avant notre ère, selon le dernier éditeur. Le second viendrait d'Artémidore, diplomate, grand voyageur, qui parcourt la Méditerranée vers la fin du second siècle, et qui dit, lui, Baïtara, ville celtique, police celtique, mention complétée par l'ethnique de ses citoyens, première mention des polites baïtarites, des citoyens bitterrois. Entre ces deux noms, un hiatus de plus d'un siècle, entre 340 et 220, qui recouvre globalement une phase historique cruciale de la ville. Vers la mi-4e siècle, le ralentissement des dynamiques régionales, d'ailleurs contrasté puisqu'en Cérume n'est pas touché, a affecté la ville qui, au moment où la composante celtique s'accentue nettement, se serait effacée de la carte pour plus d'un siècle, vers 300, sans violence, je cite, plus ou moins abandonnée, disaient les chercheurs, voire désertée par ses habitants, lesquels, devenus des émigrés rhodo-bitterrois, seraient partis fonder Rodée, Rosas, dans le golfe d'Emporion, en emportant le nom dont la mémoire se serait perdue. Un tel schéma, qui fait difficulté, n'intègre pas la référence à Théopompe Pythéas, qui est rarement prise en compte, mais qui est essentielle dans le débat sur la situation de Béziers au IVe, IIIe siècle. Or, on constate que pour ténues qu'elles sont, quelques traces de vie de la période critique ont pu être observées en ville. Un mur lié à un foyer a été daté du IVe, IIIe siècle. Dans le même secteur, une couche d'occupation avec de la céramique importée du IIIe et plus loin des terrasses ont été, et je cite les archéologues, aménagées dès le second siècle au moins. Ces indicateurs témoigneraient donc plutôt d'une rétraction importante de la ville, sans exclure une certaine continuité, même rétrécie, en peau de chagrin. D'autant que certains de ces éléments sont contemporains des premières monnaies à la croix, monnaies d'argent, retrouvées en nombre dans le trésor de Béziers, qui enregistre les mutations intervenues dans la culture et dans la démographie. Alors comment ne pas s'interroger sur la part de la population qui a pu quitter les lieux, sur l'espace urbain qui reste toujours à découvrir, quelques 98%, pesant sur notre interprétation des données, sur la reprise ou la poursuite même des orientations de l'urbanisme, qui a été nettement observée à toutes les époques. La crise aurait-elle été moins radicale et moins longue avant que la ville renaisse dans Béziers II, la Gauloise, où la composante grecque n'a pas dû disparaître, et pas davantage les traditions d'ouverture. C'est ce que me semble confirmer le trésor de Béziers précisément. Si la frappe des premières séries de monnaies d'argent à la croix
aurait pu débuter à partir des années 240, le Trésor en livrerait autour des années 200 les meilleurs exemplaires selon les spécialistes, parmi lesquels 750-800 pièces d'argent retrouvées en 1871. On reconnaît aujourd'hui l'exceptionnelle qualité des frappes de ce type hybride dans la conjugaison entre le droit et le revers, qui relève clairement d'une esthétique celtique en même temps qu'il révèle de nettes parentés avec les monnaillages grecs, ibériques et ibéro-puniques, notamment en poritain. Alors la monétarisation, jusque-là dominée par les oboles de Marseille, s'élargit dans une dynamique expansionniste qui attire déjà sur les marchés locaux les commerçants italiens, porteurs de leur céramique à vernis noir, bien présente à Béziers dès le IIIe siècle. Ces frappes qui attestent les premiers usages monétaires, à fonction largement symbolique et politique, sont totalement en phase avec la documentation archéologique de Béziers II, où par-delà les couches d'abandon, les grands travaux d'aménagement réalisés s'inscrivent dans les grandes lignes de l'implantation et des phases antérieures de l'agglomération. Qu'il s'agisse des orientations de la voirie et de l'habitat, ou de la place éminente des activités artisanales, céramiques et métallurgiques. Le vase qui contenait le trésor lors de son enfouissement, qui est une cruche à pâte claire, en fournirait un témoin plaisant, puisqu'il a peut-être été produit sur place dans les années 225, s'il n'a pas été produit à Marseille. Enfouissement, lui, qu'on constitue vers 125-120, c'est-à-dire en lien probable avec le mouvement de troupes qui marque les débuts de la conquête du Midi. Une franche reprise serait donc bien perceptible dans la ville dès le dernier quart du IIIe siècle au moins, si l'on considère que la constitution du trésor, dont l'atelier de frappe serait proche de la ville, présuppose des capacités préalables d'organisation et de gestion. Dès 230-220 arrivent, avec les amphores italiques, la vaisselle de cuisine et les services de table venus de Campanie, qui concurrencent les céramiques communes locales, même si c'est moins perceptible qu'en Sérune, vous avez pu admirer les collections impressionnantes. Le développement de ces arrivages mesure les changements qui interviennent à la fois dans les comportements alimentaires, sur le marché et dans l'équilibre des milieux de notables. Et on peut d'ailleurs en appeler à ce moment à Tite-Live, qui évoque pour la première fois les volques, qui devaient constituer effectivement le ciment de la population régionale, quand la région est parcourue par les troupes d'Hannibal dans les dernières décennies du IIIe siècle avant notre ère. Tite-Live cite alors des régulis de petits rois qui défendent les intérêts locaux face à la fois aux émissaires très mal reçus du Sénat romain et aux demandes beaucoup mieux perçues, sans doute avec beaucoup d'argent, d'Hannibal. Et Tite-Live brosse un état des lieux qui renvoie à des équilibres déjà installés en Biterrois, au cœur d'enjeux géopolitiques qui dépassent le seul Béziers. Ces petits rois se sont réunis pour rencontrer les émissaires d'Hannibal à Elne, Libéris, et c'est à partir de là qu'on peut envisager la situation géopolitique du Midi. Cette situation a dû se structurer dans la durée, comme l'illustre moins d'un siècle plus tard le monnayage de bronze émis soit au nom d'un peuple, les langostalettes, qu'ils soient de Béziers ou dans Sérune, on ne le sait pas pour l'instant, soit au nom d'une cité, Bétara, Bétaratis. Les frappes de cette série sont datées de 150-100 avant notre ère. La légende de Bétara, Bétaratis, inscrite au revers de la monnaie, sous un lion courant, comme à Marseille, donne la première dénomination attestée du nom de la ville. Écrite en alphabet grec avec un état, une lettre qui transcrit un son inconnu en grec, au moment où le grec Artémidore transmet Baïtara en pleine cohérence avec l'épigraphie monétaire. On voit au revers Héraclès avec sa massue derrière la tête, donc un dieu grec, qui est graphiquement traité à la façon ibérique. La monnaie s'affiche ainsi comme carrefour culturel synthétisant, indiquant le jeu des influences au sein de la population. Texte et monnaie pratiquement contemporains enregistre en outre la continuité directe avec la forme de Théopompe Pythéas et conforte ainsi les premières mentions d'un nom de Béziers dès le IVe siècle avant notre ère. Ces frappes de bronze de faible valeur sont indicatives beaucoup plus que de la puissance commerciale de la ville, de la complexité du contexte ethnoculturel et d'une communication politique avisée dès ce moment-là. Les types largement imités des prototypes ibériques empruntent aussi à Marseille et disent clairement l'ouverture multiculturelle et sans doute la coexistence de Celtes, de Celtibères et de Grecs au sein d'une population mixisée. D'autant que la série Bétaratis se complète par des frappes au nom typiquement gaulois des rois de Béziers, 5 sont connus,
dont, je cite, Rigantikos, Bitouios, Kayatolos, ils sont désignés sur la monnaie à la grecque basileuse, c'est-à-dire au roi. Le terme traduit en fait une institution gauloise, royauto-élective peut-être, qui renvoie directement au témoignage du Tite-Live pour un siècle précédent. Pour ces frappes, il ne faut sans doute pas retenir l'intervention directe de monétaires grecs, mais penser que les commanditaires du monnayage biterrois sont des notables locaux plus proches du terrain que les lettrés grecs, et qui tiennent surtout à affirmer leur pouvoir. Ils parlaient un gallo-grec, devenu courant au second, 1er siècle, à Béziers comme dans le Midi méditerranéen, où se croisent population et culture, avec déjà la présence d'Italiens, et pas seulement des négociatores, avant même la conquête des années 125-110. Le devenir des frappes locales, d'ailleurs, interroge. Leur poursuite pendant la phase d'installation de la domination romaine sur la région permet de supposer que ces petits roitelets biterrois, profitant du divisé pour régner cher aux Romains, face aux résistances locales, ont dû choisir alors de pactiser et d'entrer dans la clientèle de Rome, dans un premier temps, au moins avant que la pression se fasse plus forte, avec notamment la prise en main du sol provincial, qui dépossède les populations, parfois déplace ou même confisque les terres de certains possédants et impose, avec les cadastres ruraux, une nouvelle fiscalité foncière. Les états des notables locaux sont-ils à un moment directement atteints, poussant les roitelets, après avoir traversé les turbulences de la conquête, à rompre la collaboration avec les migrants d'un nouveau genre que sont les Romains, c'est possible, ou bien c'est le nouveau pouvoir qui, achevant l'affaiblissement des peuples qu'il a très bien conduit, a mis fin alors à cette autonomie symbolique des Biterrois. Les révoltes qui agitent le 1er siècle dans la région, la présence fréquente de contingents militaires pour les guerres d'Espagne, notamment celle de Pompée, bien notée par Cicéron, puis pour la conquête de la Gaule par César, parle d'un mode plus rude de coexistence en biterrois sur les chemins tortueux de la première romanité. Sur les voies plurielles du métissage gallo-romain, les formes de la coexistence se transforment une nouvelle fois à Béziers, et radicalement, avec la colonisation militaire et la fondation en 36 avant notre ère de la colonie romaine. Son titre est classique, qui précise son statut et qui conjugue le corps des vétérans de la 7e Légion, les Septimanes, avec la forme latine de l'ethnique indigène, les Béterenses, les Biterrois. La Colonia Urs Julia Septimanorum Baeterensum inscrit directement le toponyme dans la continuité pour cette colonie qui venait, selon la formula provinciale transmise par Pline l'Ancien, immédiatement après la capitale dans la hiérarchie de la province. Mais il faut dire que la création d'une colonie n'est pas un cadeau pour la population, et ça il faut voir très clairement. Ça ne signifie pas a priori de bonnes relations antérieures entre dominants et dominés, mais le contraire. L'arrivée et l'installation d'un contingent de vétérans, difficile à chiffrer, bouleverse, outre les équilibres démographiques, les rapports de force dans la cité, qui vont rythmer et modeler les contacts entre Italiens et Gaulois, inaugurant ainsi quelques 500 ans de compagnonnage. La fondation de la colonie, strictement ritualisée, suppose immédiatement un nouveau cadre politico-administratif, qui passe aussi par la redéfinition des statuts personnels des habitants. Les libres sont classés en 2 groupes, les citoyens romains, italiens ou d'origine indigène. Les non-citoyens romains disposent à un de statut diminué. Elle s'exprime dans l'anthroponymie, où les duos triadomina, les 2 ou 3 noms, prénoms et noms de famille, suivis de la tribu, qui permet aux citoyens romains de voter à Rome, distingue les citoyens romains des noms uniques gaulois. Et par ce code rigoureux de l'anthroponymie, on sait que des indigènes ont été intégrés dans le corps civique de la colonie. Combien de notables en ont bénéficié? À l'origine, plus tard, difficile à dire, répondre à la question permettrait de mesurer les réalités de la cohabitation et leur évolution. Mais si certaines conditions économiques et même juridiques ont pu se rapprocher, on connaît la longue permanence du statut privilégié des descendants de colons, les Septimanes, dans une inscription du IIIe siècle. Parallèlement est aussi intervenue assez vite une modification du cadre de vie et de l'urbanisme. Si les grandes orientations de la voirie demeurent, on l'a vu, les éléments restituables de l'urbanisme changent. Ils affichent la plus totale conformité avec le classicisme d'une colonie militaire romaine. Nouvel espace idéologique, marqué par les insignia imperii, c'est-à-dire les signes d'appartenance à l'Empire, où s'imposent les emblèmes architecturaux, le marbre de Carrare et les canons esthétiques de l'URBS. Le forum, dont l'emplacement ne fait guère de doute à Béziers, entre les Halles et la mairie actuelle, a dû être programmé assez vite comme signe emblématique de la nouvelle vie civique et des valeurs qu'elle promeut.
C'est une place fermée, entourée de portiques, d'une monumentalité incontestable qui est typique des forums augustéens dominés par le Capitole, où trônait une statue colossale de Jupiter Optimus Maximus, laquelle a été bien connue et exposée à Béziers, mais qui a, je crois, aujourd'hui disparu, et qui était bordée par une basilique où étaient réunies les statues des membres de la famille impériale, lesquelles sont actuellement un des ornements du musée de Toulouse. Cet urbanisme démonstrateur, programmé pour les premières villes augustéennes implantées en Occident, fonctionne à Béziers comme le lieu expérimental d'un développement intégré du culte de la famille du prince. C'est un cadre commode pour faire entrer les populations dans la fidélité origine, structurée sur un modèle de piété familiale. Concrètement, il a fallu produire, parallèlement aux fermes coloniales qui assurent l'exploitation et le contrôle du territoire, comme celles qu'on a retrouvées et fouillées au Gasquinois, des logements pour les vétérans et leurs familles, exigence qui a progressivement impacté l'équipement urbain et l'habitat. Si dès avant l'installation des colons, des indices de confort et d'esthétique à l'italienne avaient pénétré la ville, ils se multiplient désormais comme en série, devenant la règle dans l'habitat privé repéré en centre-ville. L'exemple le plus fameux, c'est la fameuse domus atrium du quartier résidentiel de la Madeleine, dont le décor polychrome avec sa belle panthère révèle la proximité avec les maisons de Campanie du 1er siècle de notre ère et des choix tout à fait en phase avec les modèles italiens contemporains. L'équipement public se complète dans les années 80 avec la construction de l'aqueduc, de l'amphithéâtre sur la colline Saint-Jacques, où pouvaient se donner des programmes traditionnels, des gladiateurs ou des chasses, et même des nomachis pour 10 à 14 000 spectateurs, des citadins et des ruraux. À quoi s'ajoute classiquement le théâtre récemment mis au jour avec quelques 12 000 places, lui, suggérant l'existence d'un véritable programme urbanistique de part et d'autre de la voie domicienne. La romanité du paysage urbain se lisait pas seulement dans la ville, mais elle se lisait aussi sur les tombes, où s'affichent les modes, les croyances, les statuts sociaux, au long des kilomètres où s'étirent les nécropoles sur les routes de Bessan et de Bédarieux. Pour autant, si la romanisation de l'habitat est patente en ville comme à la campagne, il reste très difficile, compte tenu de la documentation, d'évaluer la portée socio-économique et culturelle des processus engagés, pour lesquels je vais utiliser d'autres indicateurs. À la base même du prodigieux transfert de culture qui commençait, se trouvent les mutations des modes de vie, de produire, de consommer, de penser, créant progressivement des équilibres qui ont impliqué ce qu'il faut bien appeler une aliénation culturelle. Romanisation et latinisation rendaient de fait certains biterrois étrangers à leurs habitudes, à leurs coutumes, selon des processus qui ont cheminé parallèlement à la domination politique et à la diffusion des nouvelles normes juridiques. Les indigènes, dépossédés de leur droit de propriété du sol au profit du peuple romain, ont été amenés à produire et à vivre à la romaine, certains par la condrette, par la force des choses, d'autres par adhésion, plus ou moins rapide, aux innovations qui accompagnent la réussite économique de l'opulentissime Béziers. Cette fois, nous avons un superlatif qui est promu par Pomponius Mela, l'espagnol voisin, au 1er siècle. Liée au développement du marché intérieur, à l'insertion dans le grand marché impérial, elle s'illustre dans le grand boom de la viticulture biterroise au 1er et 2e siècle de notre ère, quand le Béziers, comme on dit aujourd'hui le Bordeaux, fait autorité dans les Gaules, selon Pline l'Ancien, et bien au-delà, si l'on en croit les étiquettes publicitaires qui étaient sur les amphores. À ce boom, il faut aussi associer, outre la production des conteneurs dans les ateliers d'amphores et de dolias qui sont nombreux dans la cité, la poursuite de la tradition céramique avec le gros succès commercial de la bobe, c'est-à-dire la brune orangée biterroise. C'est une céramique. Les données archéologiques montrent comment les changements déjà amorcés dans les modes de consommation et les pratiques alimentaires se sont amplifiés rapidement. Les urnes à bouillir, les revoilà, étant remplacées par les ustensiles à frire, au point d'en laisser des traces jusqu'à l'Occitan, les patinae devenant padena, ou sartego, la sartan, la poêle. Boire davantage de vin, manger moins de bouillie et plus de friture, consommer plus d'huîtres et moins de moules, contribue progressivement à rapprochant les usages quotidiens, à faire de Béziers du biterrois gallo-romain plus, et je pastiche, un vrai morceau d'Italie qu'une terre perdue dans les profondeurs provinciales. Mais la romanité, c'est évidemment plus ou moins rapidement parler, écrire et penser en latin.
Or, quand arrivent les Romains, la coexistence des langues et le bilinguisme bien ancré à Béziers, au moins chez les notables, constituent de puissantes structures d'accueil et facilitent une latinisation qui commence vite. La diffusion précoce du latin, déjà usité sans doute avec les premiers commerçants, a été favorisée par l'ampleur de l'immigration italienne qui a aussi élargi l'usage de l'écriture. D'ailleurs, l'entrée dans les cadres romains de notables indigènes est probable dès le 1er siècle avant notre ère. Elle a dû dépasser assez vite les privilégiés pour toucher même le milieu rural, puisqu'on a des inscriptions de latin républicain trouvées en milieu rural. Les noms connus par l'épigraphie montrent une relative intégration par le droit de cité, d'après les gentilices, les noms de famille, où on note ceux de généraux républicains qui ont œuvré dans la province, Domitius, Marius, Pompée, et les Julii avec César et Octavien. Et après la déduction coloniale, les inscriptions, les premières sont datées à Béziers du tournant de l'ère, très précoce, constituent surtout en contexte funéraire, comme l'a bien montré Michel Cristol, un excellent indice de romanité et même de diffusion des normes du droit romain. En parlant largement latin, tout en préservant des conservatoires de Gaulois, la romanité biterroise s'est développée avec une originalité évidente, métisse assurément, et j'emploie le mot au sens banal, servie par des cohabitations et des pratiques d'échange séculaires. En témoigne la présence dans la ville de 2 rhéteurs de Mopsuest, c'est-à-dire la Cilicie ancienne. Aujourd'hui, Mopsuest est à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Ces 2 rhéteurs ont dû œuvrer dans l'enseignement et dans les lectures publiques de la ville de Béziers. Mais si l'on en croit l'esthétique décorative et la statuaire qui disent dans l'espace public comme privé les goûts et les choix culturels, ils sont totalement en phase avec les modes italiennes. Métissage et ouverture sont donc à sens unique. Parallèlement, se donner à voir et penser en latin, c'est aussi vite croire aux dieux de Rome. Dans le domaine majeur des premières confrontations entre divinités indigènes et dieux vainqueurs, les premières manifestations d'ordre politique autant que religieux nous introduisent dans les dernières décennies du 1er siècle, au cœur de la romanité biterroise officielle. Une romanité qui est forcément intégrative, d'abord centrée autour des détenteurs du pouvoir, et où les dieux du ciel gaulois, comme ceux de l'Olympe, font un excellent ménage avec le culte du prince. La ville coloniale a manifesté tôt son adhésion au principat, à la célébration de la dynastie, en affichant ses liens étroits avec la famille des Julii, que proclame la statue officielle d'Octave. La statue d'Octave, qui est aujourd'hui à Toulouse, j'y reviens, est sans doute la plus ancienne de celles qui sont connues à ce jour dans le monde romain. Elle est datée de 36-35. En suivant les choix officiels pour la succession, comme le montre la constitution du groupe de Béziers dont les portraits viennent d'ateliers de Rome, pour une véritable mise en scène de la famille impériale qui reçoit un culte dès les années -20, -10 à Béziers. Aujourd'hui, la relecture des données autorise une vision dynamique du rôle des élites coloniales qui ont été, comme on dirait aujourd'hui, des facilitateurs de transfert dans la mise en place précoce d'une romanité à la fois indissociable d'un culte du chef et étroitement articulée aux dieux pré-romains. Dans le panthéon biterrois, la dynamique de la religion impériale naissante, loin d'entrer en conflit avec les traditions, accompagne une ferme fidélité aux divinités des divers panthéons et favorise, via l'interprétation romana, les rencontres syncrétiques. Logiquement, c'est ainsi installé une cohabitation avec les grandes figures populaires du panthéon classique qui ont clairement séduit les Biterrois. Hercule, qui est déjà sur les monnaies pré-romaines, on l'a vu, est au cœur de la ville, sur le forum, dans son appareil classique, avec la peau de lion sur la tête. Bacchus, Mars, Vénus sont tous honorés d'un culte même largement privé, dans la ville et dans le territoire. En même temps, aux portes même de la colonie, on retrouve des lambeaux du panthéon celtique au sanctuaire périurbain du plateau des poètes, qui est probablement précolonial et où la fréquentation se maintient pendant tout le Haut Empire. La graphie et la qualité des monuments, qui proviennent de milieux étrangers aux milieux privilégiés, sont indicateurs du statut socioculturel d'une partie au moins de la clientèle. La cohabitation y est clairement la règle, et la rencontre des divinités locales et celle des conquérants y a généré des processus d'interprétation et de syncrétisme qui n'ont pas du tout été les mêmes pour la totalité des divinités. Ils sont honorés au plateau des divinités qui ont gardé leur nom indigène. En gaulois, sont des génies du lieu, des diguinès, les mêmes mandoutès. Ces divinités sont rédupliquées à la gauloise. Les Gaulois aiment bien mettre 2, 3, 4 pour être sûrs d'avoir les meilleures protections. Tandis qu'à leur côté se trouvaient des entités qui ont reçu un nom latin.
La présence des mères gauloises n'est pas certaine au plateau, sauf peut-être les mêmes Madoutès et surtout la Ricoria, que son nom invite à voir en Rennes. Ricoria vient de Rix, bien sûr, et dont l'imagerie souligne l'essence indigène. Elle est habillée à la romaine, mais c'est une facture indigène. Elle devait être dans un couple primordial qui devait dominer l'ensemble du sanctuaire du plateau, l'épouse du Mars celtique. Or, dans cette union, le dieu apparaît sous les traits romains, stéréotypés, cuirassés, casqués, avec la lance et le bouclier. Dans une assimilation toutefois qui est restée incomplète, puisque le dédicant s'adresse à lui en disant à son Mars, et cette formule son Mars, familière, dénonce un dieu celtique, et un dieu celtique majeur, peut-être Taranis ou Teutates, qu'interpréterait le Mars romain. Dans cette dynamique où les divinités locales occupent une place beaucoup moins réduite qu'on l'a parfois dit, la cohabitation n'en a pas moins recouvert les entités divines localement bien implantées. L'apport déterminant des Italiens a été de proposer aux divinités locales deux nouveaux modes d'expression, un lexique préformé des noms de divinités et un vocabulaire artistique, une gamme iconographique qui était facile à adopter. Mais dans ce panthéon gallo-romain qui garantissait aux dévots tous les bienfaits traditionnels, la fertilité, la fécondité, le salut, ce qui frappe sur l'ensemble du territoire de la cité de Béziers, c'est l'existence d'une dualité qui exprime la longue survivance des traditions sacrées indigènes au nord, tandis que dominent plus au sud et dans la ville les divinités gréco-romaines qui suivent les modèles italiens. D'après les noms des dédicants, les divinités syncrétisées, habillées à la romaine ou non, attirent les hommages de toutes les couches de la population, fidèles d'origine italique ou indigènes romanisées. Un constat qui témoigne à la fois de la forte vitalité des divinités gauloises et d'une romanisation qui s'affiche respectueuse des traditions religieuses anciennes et ouverte à toutes les croyances, mais que nuance un bémol quand un hommage à l'empereur montre la perpétuation du corps des Septiliades, qui renvoie toujours au IIIe siècle aux colons fondateurs et à la dominance romaine dans la population biterroise. Cette dynamique syncrétique qui a assuré la survie des traditions et des croyances gauloises a trouvé cependant une limite. Et dans la confrontation politique avec le christianisme, emblématisé à Béziers dans le mythe d'Aphrodise, l'hypothétique premier évêque, évangélisateur et martyr de l'amphithéâtre, mais pour rester dans des données plus solides, c'est quand s'aiguisent les conflits pour la transcendance que Béziers est troublé au IVe siècle de notre ère. Dans un contexte où la bataille théologique fait rage entre les tenants de la foi orthodoxe de Nicée, proclamée en 325, et les partisans de l'hérésie arienne dans un Midi qui est entré de plein pied dans la crise, l'empereur Constance II, soutenant les cités ariennes, sans doute Béziers, convoque, après Arles et Milan, un concile à Béziers en 356, où il s'agit d'obtenir la condamnation de l'orthodoxie, rien de moins. Mais l'histoire s'écrit déjà autrement, au rythme des conflits de pouvoir, des mouvements de population, d'inflexions culturelles et théologiques, quand les saints aux portes de Béziers tendent à l'emporter sur les divinités ancestrales. C'est ce Biterrois, parcouru par tant de prélats en colère, qu'évoquera peut-être au début du Ve siècle son évêque Paulin, familier de Lucrèce et de Virgile, quand les barbares se sont pour la première fois répandus dans les campagnes, où, constate-t-il, les villas de marbre n'ont plus aucune utilité. Ces migrateurs Goths qui sont installés en Biterrois et en Narbonne dans les années 410. Les Goths dont on connaît, en dépit de textes qui les dénoncent, les alliances avec les grandes familles de l'aristocratie gallo-romaine et même la juxtaposition au Xe siècle des trois populations romaines, goths et franques, leur fusion s'opérant au XIe siècle, tradition d'ouverture oblige, c'est une indication que je dois à Henri Barthès. Pour conclure, et pour aborder plus largement le vécu des populations intégrées à l'Empire de Rome, en interrogeant la validité du terme métissage qui est au cœur de l'approche anthropologique actuelle, je voudrais laisser la parole à Tertullien. Ce redoutable pamphlétaire, africain et chrétien, pose au IIIe siècle de notre ère une question anticipatrice et interroge l'identité culturelle des dominés, le devenir de leur tradition, le rapport à leur histoire, à l'essence même de leur société. En continuateur de la tradition philosophique critique des Grecs, face à Rome, il apostrophe ainsi ses compatriotes. Que dire maintenant, tandis que la mode romaine, la romanitas, vous paraît le salut de tous? Et il poursuit en faisant du rejet des vêtements traditionnels le signe évident de soumission à la domination qui dépersonnalise, en ajoutant « Le changement d'habit devient un crime, non pas quand on change la coutume, mais quand on change la nature, entendons celle des êtres et des sociétés, même si l'habit ne fait pas toujours le moine. »
Et là réside la portée universelle et intemporelle de la question qui touche le terroir romain comme les Puniques de Carthage, dont parle Tertullien, et qui les dépasse infiniment. De fait, par-delà les cohabitations et les métissages, gallo-grec, gallo-romain ou romano-africain, et je rappelle qu'Apulée, écrivain et orateur se déclarait, lui qui est citoyen romain, plus de 3 siècles après la conquête de l'Africa, demi-numide et demi-gétude. La question reste d'apprécier dans quelle mesure la domination politique et l'intégration dans l'espace impérial ont pu modifier les comportements. Comment des changements d'apparence anodins, dont les modes de se vêtir, de se nourrir et de vivre ont conduit à une dépersonnalisation insidieuse des individus et des sociétés. Quand les anthropologues parlent aujourd'hui d'une expérience de la désappropriation, je cite, face à l'arrogance illusoire d'une identité acquise en sens unique, ce que dénonce ce pamphlet, c'est l'image largement reçue que la victoire en souriant aux vainqueurs consacre la supériorité, non seulement de leurs armes, mais de leur culture, légitimant leur mode de vie et de pensée. Les sociétés dominées sont ainsi renvoyées dans l'ordre de la nature, bien proches pour certains de la barbarie, et deviennent des lieux à acculturer, comme on disait pour l'Antiquité, ou à civiliser, disait-on plutôt, dans les aventures coloniales du XIXe siècle. Or, les Romains étaient parfaitement conscients du rôle de la mode vestimentaire, eux qui désignaient les Gaules par leur art de vivre et de paraître, de la Prostogata, l'Italie du Nord, qui était déjà en toge, à la médiane Bracata, la Gaule du Midi, encore en bré, et à la lointaine Comata, chevelue, où les hommes portent toujours pantalons et arborent les cheveux longs des barbares. En Biterrois, lors de l'arrivée des Romains, les brés devaient donc régner. Mais toutes les représentations figurées sur la tenue de nos ancêtres montrent à Béziers la domination totale de la mode romaine, à l'exception, une exception, d'une taille. Un Gaulois, en bré, gladiateur peut-être, affronte un taureau. C'est un objet de luxe qui est très difficile à utiliser, mais qui est peut-être indicatif d'une mémoire ambiguë, plus ambiguë qu'on l'a cru, de la gallo-romania biterroise. Au terme de ce survol, pensez le long destin antique de Béziers, ville ouverte avant l'heure, invite l'historien à constater, et peut-être aussi le citoyen, qu'il est tissé de multiples transferts culturels, qui enregistrent l'effacement des indigènes. En cela, il interroge dès l'origine et dans la durée les modes d'échange et de cohabitation. S'est-il agi de vivre séparément, ensemble ou à côté? Et en même temps, il interpelle la dynamique de ces entre-deux, nés de la rencontre, qui relève sans doute plus de coexistence, d'interculturalité, que de métissage proprement dit, de cette fusion qu'a imposé, même implicitement, le récit sur la gallo-romanité. C'est dire combien, pour aborder l'histoire d'une ville, la prudence reste nécessaire face notamment aux chimères des origines, aux narratifs unidimensionnels et à leur redoutable exploitation. Merci de votre attention.